Giulia, Palerme, Sicile. Giulia. Giulia ouvre les yeux péniblement. La voix de sa mère retentit d'en bas. Giulia, scendi subito. Giulia est tentée d'enfouir sa tête sous l'oreiller. Elle n'a pas assez dormi. Elle a encore passé la nuit à lire. Elle sait pourtant qu'elle doit se lever. Lorsque la mère appelle, il faut obéir. C'est une mère sicilienne. Giulia. La jeune femme quitte son lit à regret. Elle se lève et s'habille à la hâte avant de descendre à la cuisine, où s'impatiente la mamma. Sa sœur, Adela, est déjà levée, occupée à vernir ses ongles de pied sur la table du petit déjeuner. L'odeur du solvant fait grimacer Giulia. Sa mère lui sert une tasse de café. « Ton père est parti, c'est toi qui ouvres ce matin. » Giulia saisit les clés de l'atelier et quitte rapidement la maison. « Tu n'as rien mangé, emporte quelque chose !» Ignorant les mots de sa mère, elle enfourche son vélo et s'éloigne à grande pédalée. L'air frais du matin l'éveille un peu. Le vent dans les avenues lui fouette le visage et les yeux. Aux abords du marché, les odeurs d'agrumes et d'olives viennent lui piquer le nez. Giulia longe l'étal du poissonnier, exhibant sardines et anguilles fraîchement pêchées. Elle accélère, monte sur les trottoirs, quitte la Piazza Ballaro, où les vendeurs ambulants apostrophent déjà les clients. Elle parvient dans une impasse, à l'écart de la Via Roma. C'est là qu'est installé l'atelier de son père, dans un ancien cinéma dont il a racheté les murs il y a 20 ans. L'âge de Giulia. Ses locaux d'alors étaient exigus, un déménagement s'imposait. Sur la façade, on peut encore distinguer l'endroit où étaient placardées les affiches des films. Il est loin, le temps où les palermitani se pressaient pour voir les comédies d'Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni. Aujourd'hui, la plupart des salons fermés, comme ce petit cinéma de quartier transformé en atelier. Il a fallu aménager la cabine de projection en bureau, percer des fenêtres dans la grande salle afin que les ouvrières aient assez de lumière pour travailler. Le papa a effectué lui-même tous les travaux. L'endroit lui ressemble, songe Giulia. Il est brouillon et chaleureux comme lui. Malgré ses accès de colère légendaires, Pietro Manfredi est apprécié et respecté de ses employés. C'est un père aimant, bien qu'exigeant et autoritaire, qui a élevé ses filles dans le respect de la discipline et leur a transmis le goût du travail bien fait. Giulia saisit la clé et ouvre la porte. D'ordinaire, son père est le premier arrivé. Il tient à accueillir lui-même ses ouvrières. C'est ça, être le padrone, se plaît-il à répéter. Il a toujours un mot pour l'une, une attention pour l'autre, un geste pour chacune. Mais aujourd'hui, il est parti en tournée chez les coiffeurs de Palerme et des environs. Il ne sera pas là avant midi. Ce matin, Giulia est la maîtresse de maison. À cette heure, tout est calme dans l'atelier. Bientôt, l'endroit bruissera de 1000 conversations, de chansons, d'éclats de voix, mais pour l'instant, il n'y a que le silence et l'écho des pas de Giulia. Elle marche jusqu'au vestiaire réservé aux ouvrières et dépose ses affaires dans le casier à son prénom. Elle attrape sa blouse, se glisse comme chaque jour dans cette seconde peau. Elle rassemble ses cheveux, les roule en un chignon serré et y pique des épingles avec agilité. Puis elle recouvre sa tête d'un fichu. Une précaution indispensable ici. Il ne faut pas mêler ses cheveux à ceux traités à l'atelier. Ainsi vêtue et coiffée, elle n'est plus la fille du patron. Elle est une ouvrière comme une autre, une employée de la maison Manfredi. Elle y tient. Elle a toujours refusé d'être privilégiée. La porte de l'entrée s'ouvre dans un grincement et une joyeuse nuée emplit l'espace. En un instant, l'atelier s'anime, devient cet endroit bruyant que Giulia aime tant. Dans un brouhaha indistinct où les conversations s'entremêlent, les ouvrières se hâtent jusqu'au vestiaire où elles enfilent blouses et tabliers avant de rejoindre leur place en bavardant. Giulia se joint à elle. Agnèsia est très tirée. Son dernier fait ses dents. Elle n'a pas dormi de la nuit. Federica retient ses larmes. Son fiancé l'a quittée. « Encore » s'exclama Alda. « Il reviendra demain » la rassure Paola. Ici, les femmes partagent plus qu'un métier. Tandis que leurs mains s'activent sur les cheveux à traiter, elles parlent des hommes, de la vie, de l'amour à longueur de journée. Ici, toutes savent que le mari de Gina boit, que le fils d'Alda fraye avec la piovra, qu'Alessia a eu une brève liaison avec l'ex-mari de Rina, qui ne le lui a jamais pardonné.
Giulia aime la compagnie de ces femmes dont certaines la connaissent depuis qu'elle est enfant. Elle est presque née ici. Sa mère se plaît à raconter comment les contractions l'ont surprise alors qu'elle était occupée à trier des mèches dans la salle principale. Elle n'y travaille plus aujourd'hui en raison de sa mauvaise vue, a dû céder sa place à une employée aux yeux plus affûtés. Giulia a grandi là, entre les cheveux à démêler, les mèches à laver, les commandes à expédier. Elle se souvient des vacances et des mercredis passés parmi les ouvrières, à les regarder travailler. Elle aimait observer leurs mains en train de s'activer telle une armée de fourmis. Elle les voyait jeter les cheveux sur les cardes, ces grands peignes carrés pour les démêler, puis les laver dans la baignoire fixée sur des tréteaux. Un ingénieux bricolage de son père, qui n'aimait pas voir ses employés s'abîmer le dos. Giulia s'amusait de la façon dont on suspendait les mèches aux fenêtres pour les faire sécher. On aurait dit le butin d'une tribu d'Indiens, une série de scalps étrangement exhibés. Elle a parfois l'impression qu'ici le temps s'est arrêté. Il continue sa course dehors, mais à l'intérieur de ses murs, elle se sent protégée. C'est un sentiment doux, rassurant, la certitude d'une étrange permanence des choses. Ensemble, elles rejoignent le cortège et la foule des admirateurs de Santa Rosalia entre la cathédrale et les Quattro Canti. Une marée humaine se presse là pour rendre hommage à la Vierge fleurie, dont la gigantesque statue est portée dans les rues. En ce mois de juillet, il fait chaud à Palerme. Une touffeur accablante baigne la ville et ses avenues. Au milieu du cortège, Giulia suffoque. Elle sent ses oreilles bourdonner, sa vue se brouiller. Profitant de ce que la mer s'arrête pour saluer une voisine, Giulia s'écarte du défilé. Elle se réfugie dans une ruelle à l'ombre pour se rafraîchir à l'eau d'une fontaine. L'air redevient respirable. Alors qu'elle reprend ses esprits, des éclats de voix retentissent dans la rue, un peu plus loin. 2 carabinieri en uniforme apostrophent un homme à la peau sombre. De forte stature, il porte un turban noir que les gardiens de l'ordre lui somment de retirer. L'homme proteste dans un italien impeccable, ponctué d'un accent étranger. Il est en règle, dit-il, en montrant ses papiers, mais les gendarmes ne l'écoutent pas. Il s'énerve, menace de l'emmener au poste s'il persévère dans son refus d'obtempérer. Une arme peut être cachée sous ce couvre-chef, affirme-t-il. En ce jour de défilé, rien ne doit être laissé au hasard. L'homme tient bon. Son turban est un signe d'appartenance à la religion. Il a interdiction de l'enlever en public. En outre, il n'empêche pas de l'identifier, poursuivit-il. Il apparaît ainsi sur sa carte d'identité. Un privilège accordé aux Sikhs par le gouvernement italien. Giulia observe la scène d'un air troublé. L'homme est beau, de stature athlétique. Il a les traits fins, la peau sombre et les yeux étrangement clairs. Il est âgé d'une 30aine d'années tout au plus. Les carabinieri haussent le ton. L'un d'eux commence à le bousculer, l'attrape fermement, ils finissent par l'entraîner en direction de la gendarmerie. L'inconnu ne résiste pas. Dans une attitude à la fois digne et résignée, il passe devant Giulia, encadré par les carabiniers. L'espace d'un instant, leurs regards se croisent. Giulia ne baisse pas les yeux, l'étranger non plus. Elle le regarde disparaître au coin de la rue. « Che fai ?» Francesca arrive derrière elle et la fait sursauter. « On te cherche partout. Andiamo. Dai, dai !» À regret, Giulia reprend le chemin du cortège, derrière sa sœur aînée. Le soir, elle a du mal à trouver le sommeil. L'image de l'homme à la peau sombre lui revient. Elle ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il est devenu, ce que les gendarmes lui ont fait. L'ont-ils inquiété, battu, renvoyé dans son pays? Son esprit se perd en conjectures vaines. Une question, plus que toute autre, la tourmente. Aurait-elle dû intervenir? Et qu'aurait-elle pu faire? Elle se sent coupable de sa passivité. Elle ignore pourquoi le sort de l'inconnu l'intrigue ainsi. Un sentiment étrange s'est emparé d'elle lorsqu'il l'a regardée. Un sentiment qu'elle ne connaît pas. Est-ce de la curiosité? De l'empathie? À moins que ce ne soit autre chose, qu'elle ne sait pas nommer. Ce jour-là, elle se rend à la bibliothèque à la pause déjeuner pour emprunter des livres. Alors qu'elle pénètre dans la salle de lecture baignée de silence, un étrange événement se produit. Elle ne le voit pas tout de suite, caché entre les rayonnages. Soudain, elle l'aperçoit. Il est là, le turban de la dernière fois, celui de la rue, le jour de la Santa Rosalia. Giulia est stupéfaite. L'inconnu est de dos. Elle ne peut voir son visage. Il change d'allée. Elle lui embatte le pas, intriguée. Alors qu'il saisit un ouvrage,
Elle voit enfin ses traits. C'est bien lui, l'homme arrêté par les carabinieri. Il semble chercher quelque chose qu'il ne parvient pas à trouver. Troublée par la coïncidence, Giulia reste un moment à l'observer et ne l'a pas remarqué. Elle finit par approcher. Elle ne sait pas comment l'aborder. Elle n'a pas l'habitude d'accoster les hommes. D'ordinaire, ce sont eux qui viennent lui parler. Giulia est belle, on le lui dit souvent. Malgré ses allures de garçonne, elle dégage un mélange d'innocence et de sensualité qui ne laisse pas les représentants de la gente masculine indifférents. Les yeux qui brillent sur le passage des filles, elle connaît. Les Italiens sont doués pour ça, les belles paroles, la ritournelle. Elle sait bien où ça mène. Pourtant, une audace inattendue s'empare d'elle. « Buongiorno !» L'inconnu se retourne, surpris. Il ne semble pas la reconnaître. Giulia marque un temps, intimidée. « Je vous ai vu l'autre jour dans la rue pendant le défilé quand les gendarmes... » Elle ne finit pas sa phrase, soudain gênée. Et si l'évocation de l'incident le mettait mal à l'aise? Déjà, elle regrette son audace. Elle voudrait disparaître, ne jamais l'avoir abordé. Mais l'homme hoche la tête. Il la reconnaît maintenant. Giulia reprend. « J'avais peur qu'il vous ait mis en prison. » Il sourit, dans une expression où se mêlent candeur et amusement. Qui est donc cette étrange fille qui semble s'inquiéter de lui? Ils m'ont gardé l'après-midi et ils m'ont laissé repartir. Giulia observe ses traits. Malgré sa peau sombre, il a les yeux incroyablement clairs. Elle les voit nettement à présent. Ils sont d'un bleu tirant sur le vert, à moins que ce ne soit l'inverse. Le mélange est intrigant. Elle s'enhardit. « Je peux peut-être vous aider? Je connais bien les rayons. Vous cherchez un ouvrage en particulier ?» L'homme explique qu'il voudrait un livre en italien. Quelque chose de pas trop compliqué, précise-t-il. S'il parle couramment, il a encore du mal avec la langue écrite. Il aimerait progresser. Giulia acquiesce. Elle l'entraîne vers le rayon de littérature italienne. Elle hésite. Les auteurs contemporains lui semblent difficiles d'accès. Elle finit par lui conseiller un roman de Salgari qu'elle lisait enfant. I figli dell'aria, son préféré. L'inconnu le prend et la remercie. N'importe quel homme d'ici cherchera à la retenir, engagera la conversation. Il profiterait de l'occasion pour tenter de la séduire. Pas lui. Il la salue simplement avant de s'éloigner. En le regardant quitter la bibliothèque, muni du livre qu'il vient d'emprunter, Giulia sent son cœur se serrer. Elle s'en veut de ne pas avoir le courage de le rattraper. Ici, ces choses-là ne se font pas. On ne court pas après un homme qu'on vient de rencontrer. Elle regrette d'être cette jeune femme-là, qui depuis toujours s'accoude aux événements pour les regarder passer sans oser en changer le cours. À cet instant, elle maudit son manque d'audace et sa passivité. Bien sûr, elle a eu des amis, des flirts, quelques histoires. Il y a eu des baisers, des caresses à la dérobée. Giulia s'est laissée faire, se contentant de répondre à l'intérêt qu'on lui manifestait. Elle ne s'est jamais donné le mal de plaire. Elle reprend le chemin de l'atelier en songeant à l'inconnu, à ce turban qui lui donne un air décalé, hors du temps, à ses cheveux qu'il doit cacher, à son corps aussi, sous la chemise froissée. À cette pensée, elle rougit. Elle revient le lendemain, animée d'un secret espoir de le recroiser. Elle n'a pourtant pas besoin de livres ce jour-là. Elle se fige en pénétrant dans la salle de lecture. L'homme est là, au même endroit que la veille. Il lève les yeux vers elle, comme s'il l'attendait. À cet instant, Giulia a l'impression que son cœur va se décrocher. Il s'approche d'elle, si près qu'elle peut sentir son haleine tiède et sucrée. Il voulait la remercier pour le livre qu'elle lui a conseillé. Il ne savait pas quoi lui offrir, alors il lui a apporté une petite bouteille d'huile d'olive de la coopérative où il est employé. Giulia le dévisage, touchée. Il y a en lui un mélange de douceur et de dignité qui la bouleverse. C'est la première fois qu'un homme la trouble ainsi. Elle prend la fiole étonnée. Il précise qu'il a pressé lui-même les fruits après les avoir ramassés. Alors qu'il s'apprête à s'en aller, Giulia s'enhardit. Les joues en feu, elle lui propose d'aller faire quelques pas sur la jetée. La mer est proche, le ciel est dégagé. L'inconnu marque un temps avant d'accepter. Kamaljit Singh, tel est son nom.
n'est pas bavard. C'est un détail qui surprend Giulia. Ici, les hommes sont volubiles, se plaisent à parler d'eux. Le rôle des femmes est de les écouter, comme le lui a expliqué sa mère. Il faut laisser l'homme briller. Kamal est différent. Il ne se livre pas facilement. À Giulia, il accepte pourtant de raconter son histoire. De religion sikh, il a quitté le Cachemire à l'âge de 20 ans, fuyant les violences faites aux siens là-bas. Depuis les événements de 1984, lorsque l'armée indienne a réprimé dans le sang les revendications des indépendantistes, massacrant les fidèles dans le Temple d'Or, leur sort est menacé. Kamal est arrivé en Sicile par une nuit glacée, sans ses parents. Beaucoup font le choix d'envoyer leurs enfants en Occident à leur majorité. Il a été accueilli par l'importante communauté sikh de l'île. L'Italie est le 2e pays d'Europe à les accueillir après l'Angleterre, précise-t-il. Il s'est mis à travailler par le biais du Coppola-Rotto, une pratique qui fournit aux employeurs une main-d'œuvre bon marché. Il raconte comment le caporal recrute et achemine les clandestins vers un lieu de travail. Pour couvrir les frais de déplacement, la bouteille d'eau et le maigre panino qu'il leur donne, il prend un pourcentage de leur salaire, parfois jusqu'à la moitié. Kamal se souvient avoir travaillé pour 1 ou 2 euros de l'heure. Il a ramassé tout ce que la terre d'ici produit. Des citrons, des olives, des tomates cerises, des oranges, des artichauts, des courgettes, des amandes. Les conditions de travail ne sont pas négociables. Ce que le caporal offre est à prendre ou à laisser. Sa patience a finalement été récompensée. Après 3 ans passés dans l'illégalité, Kamal a obtenu le statut de réfugié et une carte de résident permanent. Il a trouvé un travail de nuit dans une coopérative fabriquant de l'huile d'olive. C'est un emploi qui lui plaît. Il raconte comment il peigne les branches d'olivier avec une sorte de râteau pour en ramasser les fruits sans les abîmer. Il aime la compagnie de ces arbres parfois millénaires. Il se dit fasciné par leur longévité. L'olive est un aliment noble, conclut-il en souriant, un symbole de paix. Si l'administration l'a régularisé, le pays ne l'a pas pour autant adopté. La société sicilienne regarde de loin ces immigrés. Les 2 mondes se côtoient sans se parler. Kamal avoue regretter son pays. Lorsqu'il l'évoque, un voile de tristesse l'enveloppe, comme un grand manteau flottant autour de lui. Ce jour-là, Giulia revient à l'atelier avec 2 heures de retard. Pour rassurer la nonna, qui s'est inquiétée, elle prétend qu'un pneu de son vélo a crevé. Elle ne dit pas la vérité. Si le 2 roues est intact, son âme vient de chavirer.